Bonjour à tous, je m'appelle Laurent Grandville, je fais partie des constructeurs de R2. Je suis accompagné de Stéphane Farou, qui est également constructeur de R2. L'objectif aujourd'hui sera de faire une petite présentation de l'activité des constructeurs de R2 et puis les dessous de la construction de R2, est-ce qu'on peut réellement construire un R2 Moi j'ai la réponse, oui. Devant vous, vous avez une belle représentation d'un robot. Donc effectivement, on va vous expliquer au fil des différents slides les différentes étapes qui peuvent exister pour construire un robot. Donc les robots, de manière déjà légale vis-à-vis de la licence, les robots que vous voyez sont des robots que chaque constructeur a réalisé. C'est-à-dire que chaque constructeur fabrique son propre robot. Ce ne sont pas des robots qui sont des robots commerciaux, ça n'existe pas. Ce que vous avez devant les yeux, c'est réellement des réalisations de fans. De personnes qui font ça en dehors de leur boulot. Il n'y a personne parmi nous qui est professionnel de robotique. On arrive à faire des répliques de robots de cinéma et de l'univers Star Wars avec l'aide de la communauté et des autres. Donc on profite de l'ensemble des constructeurs pour fabriquer son robot. Donc le club, il y a un club international qui existe depuis de nombreuses années. On remonte dans les années 2000, c'était il y a quelques jours, on va dire. Les premiers constructeurs qui sont partis des différents films qu'ils ont épluchés image par image, sur lesquels ils ont extrapolé les différentes cotes, les différentes dimensions pour retrouver les différents éléments pour fabriquer leur propre robot. Donc des premiers robots qui ont été construits depuis rien, avec des matériaux de récupération au début. Et puis au fil des années, le club qui a grossi, de plus en plus de membres, de plus en plus de robots, de plus en plus de membres aussi, qui du coup ne restait pas que dans l'ombre, de plus en plus de conventions avec des sorties en public de répliques de robots. Et puis en 2016, un État, plus de 10 000 membres sur le club international, 2000 constructeurs actifs de par le monde. Donc vous avez des gens comme nous, un peu illuminés on va dire, qui sur toute la planète vont présenter leurs robots et leurs activités au travers d'événements comme aujourd'hui avec Enfer, dans des conventions un peu plus traditionnelles comme des conventions geek, des conventions sur la culture pop, la culture manga, auxquelles les constructeurs participent également, et puis d'autres événements sur lesquels on peut être sollicité par Lucasfilm ou au travers de l'épisode 7 par exemple. La partie française, donc la partie des constructeurs que nous représentons, une association qui a été créée par 3 personnes dont je suis le secrétaire. Donc on a remonté une association loi 1901 pour permettre à ces différents constructeurs de se retrouver, de se regrouper, de s'organiser pour couvrir différents événements, pour s'entraider également, et puis pour représenter la partie loi vis-à-vis d'un événement, pour pouvoir aller dans les différents événements, représenter une communauté. On ne peut pas se présenter en tant que Monsieur X sur un événement, c'est l'association qui du coup présente ces différentes activités au travers des différents membres. Donc un forum, un site, et puis des passionnés qui donnent de leur temps, qui financent leur propre robot et qui se déplacent sur les différents événements à leurs frais pour vous donner un petit peu de passion et un petit peu de magie au travers des conventions. Évidemment, on ne peut pas couvrir tout le territoire, et même si on a 70 personnes sur le forum qui sont
qui sont déclarés comme constructeurs de robots. Tout le monde n'a pas un robot qui est suffisamment avancé pour aller dans un événement. Tout le monde ne souhaite pas également aussi partager, donc on a aussi des membres fantômes qui ne font en fait que récupérer. Il y en a d'autres qui partagent, qui construisent, et puis d'autres constructeurs un peu plus motivés, un peu plus ouverts sur la communication, arrivent sur des événements et partagent avec le public leur passion et pourquoi pas récupérer des nouveaux constructeurs. D'autres événements ont régulièrement lieu, donc des conventions dont je vous ai déjà parlé, que ça soit en France, en Belgique, en Allemagne, au Royaume-Uni. En fait, la communauté, c'est une communauté qui est internationale et au niveau européen, les constructeurs se connaissent. Donc on se retrouve sur certains événements, on peut être 40, 50 constructeurs sur certains événements. Quelques événements officiels, donc à la demande de Lucasfilm et de Disney, qui nous sollicitent pour les représenter dans certains événements. Donc ces journées-là, c'est à la demande de Lucasfilm et Disney. Il y a un casting qui est fait, de la même façon qu'un acteur. On envoie des photos et les organisateurs sélectionnent les différents robots qui participent à l'événement et on a sur la journée une prestation effectuée, une chorégraphie et on fait le job, on prend le rôle du robot et on fait une activité pour l'événement en fonction des différentes missions qu'ils ont affectées pour le robot pour faire un show pour le public. Donc, deux sites. Le site astromech.net, qui est le site international, dans lequel vous retrouverez des constructeurs de toute la planète, mais sur lequel vous retrouvez également une population française. Et puis le site français sur lequel on a également un forum, qui va regrouper une partie des constructeurs européens et francophones. Donc on a aussi également nos amis québécois qui de temps en temps nous rejoignent. Je vais laisser la parole un petit peu à mon camarade sur la star que vous connaissez, qui est R2D2. Merci Laurent. Mais qu'est-ce que ça fait R2D2? Ça fait pas grand-chose, ça fait ses pilotes, et ça fait des choses très bien, ça donne, il communique, il fait des défis, voilà. Et ici, il roule, il a la tête qui tourne, ses yeux qui clignent dans tous les sens, il a des trappes qui s'ouvrent, et il a des petits gadgets, un bras qui sort, là il n'a pas l'entièreté des gadgets, c'est des constructions qui sont jamais terminées en fait. Et voilà, là c'est le gouvernement qui s'ouvre, même si vous travaillez, pirater, mentir, etc. Là vous avez un modèle qui est sur 3 pieds, éventuellement il peut revenir sur 2 pieds. Après celui-là, c'est des choses en cours de construction. Peut-être l'an prochain, en volant, vous verrez, on pourra le faire mettre sur 2 pieds, etc. Mais le plus important, c'est qu'il y a personne qui contrôle. Bon, là, on peut un peu. Il a sa propre personnalité, en fait. Dans le film, il est un peu le héros, un peu baroudeur, rébellion, et tout ça parce qu'on lui a jamais effacé la mémoire. La naissance de R2D2, ça vient des illustrations d'un certain Huff McCurry, un Américain. Je voulais chercher sur Wikipédia qui sait ce qu'il a fait. C'était pendant le tournage de American Graffiti. C'était un George qui discutait et la bobine de tournage s'appelait Rio 2, Carol Track 2, R2D. Voilà, R2D. Son langage, c'est, comme on l'a vu tout à l'heure, débile, des sifflements. C'est des volumètres qu'on a trafiqués, c'est Ben Burtt qui a fait tous les bruitages, il a enregistré son gamin qui venait de mettre, des choses comme ça. Alors, je me suis électronique, c'était les années 70, les synthés, c'était bien. Et donc, dans le film, il y a plusieurs modèles, dont un où dedans, il y a une dame qui s'appelle Kenny Baker. Il ne mesurait 1m12, c'est pour ça qu'elle était cassée. Et dans toutes les scènes du premier film, notamment, quand R2 est sur le mode 2 pieds, ben devant, il y a un nain. Si vous regardez bien le film, vous voyez ses pieds qui dépassent en fait. On le voit bien, parce que
que les effets spéciaux sur 77, ils étaient ce qu'ils étaient. Donc voilà, le fameux Kenny Baker qui nous a quittés malheureusement cette année. Alors pourquoi on va fabriquer un R2D2 ? Parce que ça nous fait plein de rencontres. Voilà. Donc la princesse Leia, les princesses Leia, donc dans toutes les conventions en fait, de Star Wars, etc., quand on a du cosplay, on n'y coupe pas. Et notamment le mode princesse Leia en mode esclave quand on était sur la barge de Jabba. On adore. Éventuellement, on demande toujours à ce qui se passe aspirateur. Depuis récemment, oui, on a rencontré M. Dyson, et voilà, on a fait une belle photo qui peut éventuellement passer l'aspirateur. Il y a quand même des sorties un peu plus intéressantes, ludiques, riches d'émotions, notamment dans des hôpitaux. On va voir ce petit bout de chou. Là, c'est la partie un peu plus. Je te prends la parole de tout. Là, c'est la partie un peu plus caritative. C'est une partie de nos activités. C'est pas forcément l'activité principale. C'est un registre qui est complètement différent, où effectivement on partage quelque chose avec des personnes. Émotionnellement, c'est difficile. C'est pas forcément facile. Après, c'est quelque chose qui est très riche, puisque effectivement on rencontre des enfants qui sont hospitalisés depuis plusieurs mois, qui pour certains ne sont pas sortis forcément de l'hôpital depuis plusieurs mois, et on arrive à décrocher en collaboration avec des fans qui sont costumés, donc des cosplays, des visites dans les hôpitaux, dans les chambres des enfants. Donc pour eux c'est des surprises, ils ne sont pas prévenus. On est encadré avec le personnel hospitalier et puis on fait des surprises et on arrive de temps en temps à décrocher des sourires. C'est éphémère, ça dure quelques instants, mais voilà, on a participé un petit peu et on leur remonte un petit peu le moral. Donc ça c'est la partie un peu plus triste, je veux dire, et c'est une partie de nos activités également. Dans le même registre, on fait aussi quelques événements avec certains partenaires et on collecte par exemple des jouets qu'on redistribue dans les associations pour les enfants qui sont plus en difficulté. Voilà, c'est la partie un peu plus émotionnelle. Je reviens sur les unités de robots. Donc R2D2, effectivement, c'est la star, hein, c'est le robot que tout le monde connaît. C'est lui qui sauve un peu tout le monde dans le film, même avec son petit caractère de petit méchant, mais c'est lui la star. Vous avez en fait dans le film énormément de robots qui donnent en fait l'univers, qui fournissent une ambiance, et si vous regardez dans les plans arrière, vous croisez souvent des robots, soit qui ont réellement une forme de R2, c'est-à-dire que vous avez le même robot avec des coloris différents, comme le robot que vous avez devant vous. Mais vous avez d'autres robots qui sont avec des dômes différents, qui peuvent être des dômes transparents, des dômes un peu plus verticaux. Vous avez le robot du milieu, là, qui est derrière, qui est le R2D5, qui est le Bad Motivator, qui est le robot au départ que l'oncle Owen allait acheter et qui a explosé. Il y a sa tête qui a explosé et puis il n'a pas pu avancer très loin. Et il a acheté du coup R2D2. Donc d'autres robots et du coup d'autres terminologies. On retrouve donc du R2, du R3 avec son dôme transparent, du R4, du R5, donc la même famille que le Bad Motivator, le R6, le R7, et puis le R8 et le R9. Et dans le Star Wars 7, vous avez découvert un nouveau robot qui est le BB-8. Donc la petite boule avec le petit dôme qui dessus. Et l'unité R1 que vous avez également dans certains plans. Donc, la prochaine fois que vous reverrez les films, donc après dans les arrière-plans, vous verrez des robots qui sont traversent la scène et vous les retrouvez un peu tous. Des fois il y a des coloris différents, puisqu'en fait les différents robots dans les films ont des fois été repeints plusieurs fois. Donc on fait différentes scènes avec les robots, et puis on redonne un coup de peinture, on met tout en noir, on met du orange, et on change le dôme, voilà. Donc c'est la magie du cinéma. Mais les constructeurs du coup utilisent toute cette magie pour reconstruire réellement des robots, et on a des constructeurs qui font parfois des robots qu'on voit 10 secondes à l'image, quoi.
Je vais redonner la parole à Stéphane. Donc, construire un R2D2 aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé depuis le début? Le club a grandi. On a gagné en diversité, en richesse, en compétences dans le club. On n'a toujours pas trouvé le magasin qui les vend. Enfin, si on l'a trouvé, on n'a pas la fusée pour aller au magasin. Donc, on fabrique nous-mêmes les R2D2. Les innovations technologiques sont en pleine accélération. Les chaînes makers, on sait très bien. Et donc, par exemple, des choses comme l'Arduino, les microcontrôleurs, etc., c'est des choses qui sont devenues apporter de bourse, d'argent, avec Internet, on sait se débrouiller, on sait apprendre, on sait grandir et faire des choses. Donc, tout est moins cher, accessible, produits spécialisés. Les fabricants d'industrie du monde sont très actifs. Donc tout ce monde historique de création de bateaux, de voiliers, d'avions, etc., c'est des gens qui évoluent et nous on en bénéficie en même temps en fait. Et chez nous, des constructeurs, Christian qui est encore sur le stand, vient de ce monde-là. Et donc nous amène énormément de compétences. Et les accès facilités aux technologies, le tech shop, en fait, on mieux pour en parler. Voilà, c'est des choses qui maintenant un particulier peut accéder et faire des choses aussi. Donc, qu'est-ce qui constitue un R2D2? Alors, dans son entièreté, il peut être fait de tout et son contraire. Ça peut être de l'aluminium, de l'acier, du styrène, du papier mâché, ce que vous avez envie. Après, tout dépend de ce que vous voulez qu'il fasse. Si vous voulez qu'il roule sur un papier mâché, ça va être compliqué. Un peu avec le moteur, ça va s'effondrer. Si on veut le faire basculer sur 2 ou 3 pieds, si en plastique, c'est pareil, ça va pas, il faut plutôt s'orienter sur du métal. Si c'est juste pour faire un déco dans un salon, sans qu'il bouge, on peut le faire en bête plastique. Et honnêtement, le résultat sera identique. Vous ne verrez pas la différence. On a un niveau de finition qui permet de cacher tout ça. Donc de la mécanique, des mécanismes, des forces, alors ça travaille énormément. Il a juste 3 points d'accroche en fait. Tout ce qui demande, ce robot, il demande à la trouver. Et donc il a ces 3 chevilles, ces 3 pieds. Et un robot comme ça fait à peu près 70 kg. Donc il y a énormément de travail mécanique sur ces trucs-là. C'est rempli de moteurs pour faire tourner, des servomoteurs pour faire des frappes, plein d'électronique avec un Arduino, une microcontrôleur pour faire clignoter les LED, etc. De l'audio, donc un petit ampli qu'on récupère d'une voiture, hein, un petit 12 volts, ça fait ça. Une petite carte Arduino avec la puce qui va bien. La radiocommande, donc différentes technologies. Ici on utilise, pareil, c'est avec le modélisme, la radiocommande de modélisme. On a des copains qui flottent avec une manette de PS3. Enfin, voilà, maintenant on dépend de la base de chance. En bois, donc là on vous a mis des visuels de différents matériaux pour vous montrer un peu la structure interne de ce que vous ne voyez pas dans un R2 fini. Donc en bois, on a toujours ce qu'on appelle le frame, en fait la structure du milieu sur lequel on va venir poser les 2 jambes qui les entraînent. En bois, en styrène, donc le styrène c'est du plastique qu'on peut travailler facilement, ça vient du modélisme pareil. Moi mon premier que j'ai construit était entièrement fait en styrène. Et il faisait déjà, il était aussi beau que celui que j'ai là maintenant, qui est en aluminium. De l'aluminium, typiquement. Donc là on arrive sur du travail, moi je considère de faire le robot, parce que c'est pas du tout mon métier, mais c'est des trucs magnifiques. Qu'est-ce qui sont cachés? Alors on ne les voit pas, c'est constituant, mais typiquement le frame bleu que vous voyez au milieu, là, il est à l'intérieur de celui-ci, c'est des superbes caisses. Plein d'accessoires qui ressemblent à quelque chose. Ici sur ma gauche, on a des choses qui ont été faites rouler en plastique, on va dire à l'ancienne. Et à droite, ce sont des pièces qui ont été travaillées sur des tours numériques pour la majeure partie en aluminium. Une fois peint et soit un robot, voilà, on ne voit pas vraiment la différence. Nous on sait comment on a construit la chose. En fait, pour le public, il ne le voit pas. De la motorisation, on vous a mis différents types qui existent. Alors, en haut sur la gauche, c'est ce qu'il y a plutôt le vent chez nous. C'est ce qu'il y a ici dedans. En fait, on récupère les fonctionnaires électriques, on récupère la fonction de motorisation. Et c'est ce qu'on installe dans les pieds à l'arrière du R2. Et donc c'est nickel, ça fait le job qui va bien. On y met une roue pour stabiliser. Sur le pouce, ça va bien.
Il y en a qui nous font des chars d'assaut, donc ils sont capables de rouler dans les cailloux, dans le gazon, etc. Donc voilà, vous ne voyez pas, c'est caché, et ça fait franchement peur. Alors par contre, des coulettes comme ça électriques, on a du mal à les passer par contre. Voilà. Donc dans les constructions avancées, c'est ce que je vous disais maintenant avec les numériques, etc. C'est vraiment du travail d'orfèvrerie sur l'aluminium avec des découpes. On commence à attaquer l'allègement en fait. Les gros pieds au début étaient moulinés d'un bloc. Maintenant on commence à les creuser pour alléger un peu les 70 kg de gros. Dans les commandes, donc là au milieu, vous avez deux petites commandes pour faire un peu de magie. Ici, vous voyez que c'est le moment de commande, il va faire un peu de commande, c'est un peu grand. Là on a deux petites manettes qui tiennent dans les mains, mais vous ne voyez pas. Et si on met pas le coup, les gens cherchent qui est en train de le commander, et là il y a un petit peu de fil autonome, parce que personne ne voit la personne qui pilote en fait. Donc après, ça c'est un choix. Sur cette partie, c'est un choix. Moi, je suis partisan effectivement dans les événements publics comme aujourd'hui de mettre un peu de magie, effectivement, mais pas d'aller trop loin. Moi, j'aime bien effectivement que quand le robot opère à côté des enfants, que les parents, dont le visage est des fois un peu fermé et sont à l'affût de savoir qui fait quoi, j'aime bien qu'ils l'identifient. Effectivement, après, du coup, il y a une complicité entre les parents et puis moi, et puis les enfants qui ont effectivement la plupart du temps l'impression que le robot va leur répondre et interagir avec. Disons que la partie affichée qui pilote le robot, ça masque un petit peu la magie, mais quelque part ça rassure un petit peu les parents. Donc voilà, sur les événements dans lesquels il y a beaucoup de public, il y a beaucoup de familles, j'aime bien qu'effectivement ils arrivent à nous identifier de manière assez simple. On a déjà les polos un petit peu corporate pour nous identifier assez facilement. C'est aussi pour le public, ça rassure un petit peu. Comme disait Stéphane tout à l'heure, le robot fait 60 kg. On les bride en vitesse dans les événements. Un robot qui n'est pas forcément bridé, il va monter à 20-25 km/h. Donc imaginez 60 kg à 25 km/h. Même un adulte, il ne va pas rester debout. Donc voilà, sur les événements, il faut faire un petit peu attention. Et c'est pour ça qu'effectivement, on a plusieurs technologies qui sont à notre disposition. Après, chaque constructeur prend sa responsabilité et ses approches, ses émotions pour interagir avec le public. D'autres aspects qui sont l'aspect des lumières, puisque R2D2 a une partie aussi lumineuse. Donc vous connaissez tous le holoprojecteur qui projette l'hologramme de la princesse Leia. À l'heure d'aujourd'hui, on n'a pas la solution. On pourrait faire comme au cinéma, c'est-à-dire qu'un petit projecteur qui projette quelque chose avec un petit film de pluie, de brouillard, on arrivera à faire quelque chose, donc on referait la scène qui a été faite au cinéma, sans forcément avec la post-production, c'est-à-dire qu'on est capable actuellement avec un petit film de vapeur et puis un petit projecteur, on est capable de projeter quelque chose. Par contre, à l'heure d'aujourd'hui, je suis incapable de vous projeter un hologramme en 3D avec une luminosité qui est comme ça, ambiante, et puis vous faire tourner l'image en 3D. Si vous me trouvez le maker qui fait ça et qu'on peut intégrer ça dans un robot, nous on est prêt à l'intégrer. Hein. Voilà, on n'y est pas encore. Les technologies avancent. Et puis nous à chaque fois on est à l'affût et puis effectivement on peut évoluer, nos robots sont jamais finis, même si esthétiquement on peut arriver à un robot qui est un robot de qualité cinéma qu'on pourrait voir dans les films. Nos robots techniquement en fait on a toujours de la maintenance, on a toujours d'évolution, on a toujours des séquences rajoutées, on les améliore. Après les événements on les répare aussi, parce que ils sont aussi soumis, c'est de la robotique, il y a des pièces qui s'abîment, des fois les enfants qui sont un petit peu turbulents, qui démontent des pièces et qui cassent des choses, donc on répare à chaque fois. À chaque fois on a de la maintenance avant et de la réparation après chaque événement. Et puis on fait évoluer en fonction de la technologie. Là vous avez des solutions avec des LED, vous avez des solutions avec des LED intégrés, avec des fibres optiques, avec des LED de très grande puissance qui sont capables de fournir une puissance comme on pourrait avoir pour un holoprojecteur. Là, on a vraiment un faisceau lumineux qui sort du robot. Il faut faire attention, parce qu'effectivement, on a beaucoup de puissance, et puis le robot est relativement bas. Donc, on pourrait avoir des faisceaux qui arrivent au niveau du visage des enfants, par exemple. Donc, voilà, c'est toutes des choses qui sont à prendre en considération, qui sont pas forcément des choses qu'on a à prendre en considération quand on est en train de faire un film de cinéma. Un film de cinéma, il y a certaines contraintes, il y a un scénario. Là, nous, on est dans la vie de tous les jours, il y a des enfants qui évoluent.
Les dômes, donc les dômes, différentes activités, différents panneaux, différentes animations. Donc, toutes les trappes, j'en ai certaines qui sont motorisées, j'en ai d'autres qui sont motorisables, c'est-à-dire que j'ai tout ce qu'il faut derrière, mais il faut juste après câbler et il faut programmer, puisque vous avez remarqué que vous avez pas mal de choses, vous avez des équipements qui vous donnent de la lumière, vous pouvez faire du coup des séquences entre les différents panneaux, dans le dôme et dans le corps. Voilà. Et à chaque fois, derrière chaque panneau qui s'ouvre, vous avez un moteur ou un servo moteur. Quelques synoptiques de fonctionnement d'un robot, donc la partie motorisation, la partie alimentation et puis la partie connexion avec le dôme pour avoir différents éléments, les différents moteurs qui sont dans le corps, et puis tout ce qui est lumière, tout ce qui est servo moteur et tout ce qui est son. Donc le pilotage qu'on a déjà passé tout à l'heure, comme je vous disais, c'est un développement plutôt classique, avec comme on commence à rajouter beaucoup de fonctionnalités en nombre de commandes en fait. Donc nos amis du modélisme, généralement, nous rajoutent ce genre de panneau derrière avec plein de boutons pour faire plein d'animations. Comme je vous disais tout à l'heure, des manettes de jeu, tout simplement. Ça peut s'enfuir, et ensuite après l'information et le piloter comme ça. C'est notre dernier slide. Maintenant, on a vu la partie questions-réponses pour vous. Avec un robot, la mode Skip-Lolos en fait. Voilà, j'espère que ça vous a plu. On est à votre disposition. Merci pour votre attention déjà. Merci bien. Alors les autonomies, au niveau de l'autonomie, ça dépend des activités qu'on fait faire au robot, effectivement. Globalement, on peut mettre des batteries classiques au plomb, donc des batteries un peu calibrées sur des grosses motos par exemple, qui sont des 18-20 ampères. Donc on peut, sur un robot de cette taille-là, on peut en mettre facilement deux. Le problème des batteries plomb, c'est que ça met longtemps à recharger, ça fournit de la puissance pendant longtemps, mais c'est très lourd. Donc on peut aussi mixer et puis du coup passer aussi aux batteries LiPo, qui sont les batteries qu'on utilise en modélisme dans les parties, dans les drones par exemple. Donc l'industrie, comme disait Stéphane tout à l'heure, l'industrie nous apporte beaucoup de choses puisqu'il y a beaucoup de fabricants et beaucoup de produits. Et puis des batteries LiPo, moi je pars souvent avec une batterie opérationnelle dans le corps, j'en ai une de secours. Et j'ai une batterie qui est dans le dôme, c'est pour ça qu'en fait vous avez le dôme ici qui est complètement autonome. Au niveau de la télécommande, j'ai deux récepteurs, j'en ai un dans le corps et un dans le dôme, qui fournit cette fonctionnalité et cette possibilité. Donc la batterie du dôme, je tiens en gros un événement sur un week-end, donc avec les lumières et les 2-3 cerveaux qu'il y a dedans.